Des milliards de balises lumineuses qui règnent sur le cosmos. Chaque étoile est comme un dragon d'énergie nucléaire. Ces fournaises sont source de création et de destruction. On ne se rend pas compte que ce sont des monstres. Mais comment les premières étoiles sont-elles apparues? Elles sont nées, elles se sont consumées très vite et elles ont explosé. Leur explosion aurait-elle contribué à la formation de notre système solaire? Aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent de dévoiler les secrets des étoiles extrêmes de l'univers. L'histoire de leur naissance et de leur mort. L'origine de leur formidable puissance. Et leur influence sur l'évolution du cosmos. Nous vivons dans un univers plein d'étoiles. Grâce aux télescopes les plus puissants, on peut voir environ 100 milliards de galaxies. Chacune d'elles compte des centaines de milliards d'étoiles. On parle d'un sextillion d'étoiles. C'est tellement énorme que ce n'est même pas concevable. De nombreux mystères n'ont pas encore été résolus sur la nature des étoiles, leur fonctionnement interne et leurs origines lointaines. Dans le monde entier, des scientifiques cherchent à comprendre comment les étoiles sont devenues les maîtresses de l'univers. De nouvelles technologies leur permettent aujourd'hui de suivre leur développement, de la naissance des toutes premières étoiles à leur mort dans la violence. Grâce à ces recherches, les astronomes découvrent que les étoiles aux caractéristiques extrêmes ont peut-être façonné notre système solaire et joué un rôle capital dans l'apparition de la vie sur Terre. Mais l'origine des premières étoiles reste une énigme. À une époque, il n'y avait pas d'étoiles dans l'univers. Elles n'étaient pas encore formées. On pense que les toutes premières étoiles étaient différentes de celles qu'on voit aujourd'hui. Cette première génération était sans doute constituée d'objets très massifs, très gros. À quoi ressemblaient ces premières étoiles? Sur le mont Graham, dans l'Arizona, l'astrophysicien Dan Stark mène l'enquête. La formation des premières étoiles, et donc des premières galaxies, est sans aucun doute l'un des événements les plus importants de l'histoire du cosmos. L'un de nos objectifs est d'assister à l'apparition des premières étoiles. Dan Stark souhaite se servir du grand télescope binoculaire pour explorer la région de l'univers où les premières étoiles seraient apparues. Avec ses deux miroirs de 8,40 m de diamètre, cette énorme machine rotative de 650 tonnes est l'un des plus gros télescopes optiques sur Terre. Il devrait permettre d'observer des étoiles très lointaines. Ce qui est formidable avec l'astronomie, c'est qu'on peut utiliser les télescopes comme des machines à remonter le temps. Comme la lumière se déplace jusqu'à nous à une vitesse finie, on voit l'univers non pas comme il est aujourd'hui, mais comme il était quand la lumière a quitté l'objet qu'on observe. Voici la galaxie d'Andromède. Elle est située à 2,5 millions d'années-lumière. Ce que vous voyez là, c'est Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Pour étudier les premières étoiles, on doit observer des objets qui sont beaucoup plus lointains. On ne parle pas de 2,5 millions d'années, mais de plus de 13 milliards. Aujourd'hui, les ingénieurs modernisent le télescope grâce à un nouveau capteur infrarouge baptisé Lucie. Il va permettre à Dan Stark d'explorer les origines de l'univers. À cette époque très lointaine, le cosmos était très différent d'aujourd'hui. Il y a 13,5 milliards d'années, l'univers n'était qu'un immense nuage d'hydrogène et d'hélium. Quelque part dans cette obscurité glaciale, des gaz ont commencé à se rassembler sous l'effet de la gravité.
Au centre de ces nuages de gaz, la pression et la chaleur sont devenues si intenses qu'elles ont déclenché une violente réaction chimique. Une étoile est née. Et le cosmos a vu la lumière pour la toute première fois. Dan Stark a analysé le faisceau lumineux d'un amas lointain et mystérieux, une galaxie surnommée EGS ZS81. C'est l'une des plus anciennes jamais observées. Ce petit point que vous voyez ici est une galaxie, dont la lumière voyage depuis plus de 13 milliards d'années. Elle se situe dans la zone des premières 700 millions d'années du Big Bang. Cette galaxie présente des caractéristiques inhabituelles. Ces étoiles sont différentes de celles plus récentes et plus proches de la Terre, comme le Soleil. On voit quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Il semblerait que ces étoiles produisent beaucoup de rayons d'énergie. Elles n'émettraient pas seulement de la lumière visible, mais des rayons ultraviolets puissants. Il faut que les étoiles soient très massives ou très chaudes pour produire ce genre de données spectrales. Ces rayons constituent peut-être un premier indice. D'après les chercheurs, les premières étoiles de l'univers étaient énormes. Composées exclusivement d'hydrogène et d'hélium, leur masse était des centaines de fois supérieure à celle du Soleil. Elles étaient tellement chaudes que la lumière qui s'en dégageait était bleue. 1 million de fois plus lumineuses que le Soleil, ce sont sans doute les étoiles les plus brillantes qui aient jamais existé. Pour savoir s'il s'agit bien des toutes premières de l'univers, Dan Stark tente de déterminer leur composition. Les seuls éléments qui existaient après le Big Bang étaient l'hydrogène et l'hélium. S'il s'agissait des premières étoiles, on ne devrait voir que de l'hydrogène et de l'hélium. Aucune trace de carbone, d'azote ou d'oxygène, qui sont des éléments plus lourds. Sauf qu'on trouve du carbone en très grande quantité, déjà à cette époque très lointaine. La présence de carbone indique que les premières étoiles remontent à plus longtemps encore, plus près du Big Bang. On continue de repousser les limites du cosmos jusqu'à 1 milliard, 500 millions, ou même 200 millions d'années après le Big Bang. On construit des télescopes de plus en plus gros, qui nous permettent de voir de plus en plus loin. On finira par être en mesure d'observer cette première génération d'étoiles et de galaxies et d'assister à la naissance de ces objets primitifs. Les progrès technologiques permettront un jour aux astronomes de remonter aux sources de l'univers. Les étoiles les plus massives ont les réactions nucléaires les plus intenses. Ce sont les plus chaudes, les plus brillantes et les plus bleues. Les propriétés fondamentales, ce qui se passe au cœur d'une étoile, comment elle émet de l'énergie, tout cela reste très mystérieux. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur d'une étoile? Et pourquoi brille-t-elle? En Angleterre, des scientifiques se consacrent à ces questions dans un centre de recherche de plus de 80 hectares. Dans ce laboratoire, le physicien Ian Chapman a fabriqué artificiellement une étoile. C'est incroyable que le genre humain soit capable d'une chose aussi folle que de créer une étoile sur Terre. C'est pourtant ce qu'on fait, et tous les jours. Cette machine baptisée JET est ce qu'on appelle un tokamak, une chambre destinée à l'étude de la production d'énergie par fusion nucléaire. JET est composé de 38 aimants géants disposés autour d'un réacteur central. Pour l'instant, JET est le plus gros réacteur de fusion au monde. L'équipe responsable des opérations compte environ 500 personnes. Et comme c'est un laboratoire européen, des scientifiques viennent tous les jours faire des expériences. Environ 350 chercheurs sont impliqués en permanence dans ce projet. Ce qui veut dire qu'on a 650 ou 700 personnes en même temps dans nos locaux.
C'est une machine gigantesque. Mais on a besoin de travailler à cette échelle pour produire les champs magnétiques liés à une telle quantité d'énergie et de chaleur. Ian Chapman cherche à comprendre où les étoiles puisent leur énergie en étudiant les réactions nucléaires extrêmes produites à l'intérieur de jets. Dans l'espace, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile. La beauté d'une expérience comme celle-ci est qu'elle nous permet de déterminer avec précision ce qui se produit. Grâce à JET, Ian Chapman espère en savoir plus sur la fusion réalisée dans le noyau d'une étoile. Il aimerait notamment découvrir ce qui permet à une étoile comme le Soleil de produire une telle quantité d'énergie. Le Soleil est une énorme boule d'hydrogène et d'hélium. Au-dessus de la surface, l'enveloppe extérieure ou couronne solaire se consume à plus de 2 millions de degrés. Sous ce bouclier de gaz, la surface en feu émet 400 trillions de watts de lumière. Toute cette énergie est alimentée par une source interne située à 500 000 km dans le noyau. Toute la question est de savoir comment l'hydrogène chauffé à des températures extrêmes peut produire de l'énergie et donc quelle est la source d'alimentation du Soleil. L'équipe du laboratoire vérifie le tokamak avant de lancer l'expérience. Le réacteur doit être en mesure de supporter des températures 10 fois plus chaudes qu'au centre du Soleil. Les ingénieurs se servent d'un bras robotisé pour inspecter l'intérieur de la machine. Alors, on y est? La première opération consiste à chauffer la source d'énergie, l'hydrogène. On commence par injecter du gaz dans la machine et on le chauffe à une température très élevée. Pour ça, on fait passer un courant de plusieurs millions d'ampères qui va changer ce gaz en plasma, comme cela se produit dans les étoiles. On a donc un solide, puis un liquide, puis un gaz, puis un plasma. Le plasma est comme un gaz chargé d'énergie. Une quantité d'électricité phénoménale est nécessaire pour alimenter les 38 aimants de JET. 700 mégawatts. De quoi alimenter toute une ville. L'hydrogène est chauffé à 40 millions de degrés. Le contour du plasma, moins chaud, commence à rougeoyer. Une dernière impulsion d'énergie et le plasma atteint plus de 100 millions de degrés. Il est si chaud qu'il devient invisible. Un plasma chauffé à de telles températures se comporte de façon très similaire au noyau du Soleil. Cette expérience devrait permettre de déterminer d'où vient l'énergie solaire. Au cœur du Soleil, la pression et la chaleur extrêmes rapprochent les atomes d'hydrogène. Ils fusionnent et créent de l'hélium. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Elle produit autant d'énergie chaque seconde que 100 milliards de bombes atomiques. Des rayons gamma jaillissent du noyau et traversent le plasma extrêmement dense. L'énergie se transforme à mesure qu'elle se déplace. Quand elle atteint la surface, elle est émise sous forme de lumière. Lorsque le plasma d'hydrogène atteint 100 millions de degrés, une quantité phénoménale d'énergie est dégagée par la fusion nucléaire. C'est la preuve que cette réaction peut alimenter des étoiles comme le Soleil. On cherche surtout à comprendre d'où les étoiles tirent leur énergie, pourquoi elles brillent, pourquoi elles libèrent toute cette énergie. C'est dû à la fusion qui se produit à l'intérieur. Le physicien pousse l'expérience encore plus loin.
Il souhaite transformer cette énergie en électricité. On cherche actuellement à construire un réacteur nucléaire, ce qui pose de nombreuses difficultés. On doit être capable de le faire de façon fiable et sécurisée. Sur le même site, l'équipe travaille sur un nouveau réacteur nucléaire baptisé MAST. Sa conception expérimentale devrait lui permettre de contenir du plasma chauffé à des températures extrêmes. Le but est de produire une source d'énergie alternative, de l'électricité de fusion. Notre objectif est de fournir de l'énergie propre en grande quantité au monde entier. Quand on regarde le ciel la nuit et qu'on voit tous ces points lumineux, on croit que c'est très paisible là-haut. Mais en réalité, chaque étoile est comme un dragon de fusion et d'énergie nucléaire. Une étoile n'est pourtant pas éternelle. Plus une étoile est massive, plus elle vit et meurt rapidement. Les étoiles énormes ont une durée de vie très courte. Les étoiles ne s'éteignent pas toujours tranquillement. Souvent, quand elles sont grosses, elles explosent. C'est l'un des phénomènes les plus violents et destructeurs de l'univers. Quelle est donc l'origine de ces cataclysmes? Les chercheurs soupçonnent la gravité d'en être en partie responsable. Toute sa vie, une étoile est déchirée par un conflit. La gravité comprime ces éléments et les confine à l'intérieur, tandis que l'énergie du noyau jaillit vers l'extérieur. Quand la source d'énergie se tarit, la gravité l'emporte. Elle broie le noyau en quelques millisecondes et l'étoile s'effondre sur elle-même. Les couches externes contiennent cette implosion, parfois jusqu'à 10 heures. Mais c'est une bombe à retardement. Quand l'étoile explose enfin, c'est avec une violence inouïe. C'est ce qu'on appelle une supernova. Pour comprendre la puissance d'une supernova, il suffit d'en voir une en photo. Une supernova se produit généralement au sein d'une galaxie. Donc là, vous avez une galaxie d'une centaine de milliards d'étoiles et à côté, une seule étoile dont l'explosion est plus brillante que toute la galaxie. Les supernovas forment une énorme enveloppe de gaz composée de structures, de couleurs et de filaments. C'est magnifique. Même si on comprend les grands principes de l'explosion d'une étoile, les détails sont encore méconnus. On voit des gaz éjectés qui se dilatent car ils sont très lumineux. Mais ça, c'est après l'explosion. Qu'en est-il de l'explosion en elle-même ? Pour mieux comprendre le fonctionnement d'une supernova, les astronomes espèrent en prendre une sur le vif. Sauf qu'il est difficile de prévoir l'explosion d'une étoile. Dans le massif du Gran Sasso en Italie, Andrea Molinario étudie les signes avant-coureurs d'une supernova. Il passe ses journées à chercher des particules étranges et insaisissables. Les neutrinos. Les neutrinos viennent de sources différentes. Ils sont plusieurs trillions à nous traverser chaque seconde, mais on ne les sent pas. Des centaines de milliards de ces particules passent constamment à travers le corps humain. Elles peuvent même faire le tour de la planète sans que rien ne les arrête dans leur course. Les neutrinos ont une très faible chance d'interagir avec la matière. Voilà pourquoi ils sont très difficiles à détecter. Le physicien se rend dans un mystérieux laboratoire enfoui à 1400 mètres sous la montagne, le laboratoire du Gran Sasso. À l'intérieur se cache un appareil destiné à capturer les neutrinos, le LVD. Voici le détecteur à grand volume. C'est un énorme détecteur de neutrinos. Il est composé de 840 réservoirs, tous remplis d'un liquide spécial. Quand un neutrino pénètre dans un réservoir et interagit avec le liquide, ça produit un éclair de lumière.
Les réservoirs contiennent 1000 tonnes de liquide et sont truffés de capteurs capables de transformer le moindre éclair lumineux en signal. Le détecteur est tellement sensible aux rayons extérieurs qu'il doit être caché dans les profondeurs de la Terre. On a 1400 mètres de roche au-dessus de la tête. Une montagne entière est au-dessus de nous. Andrea Molinario pense que la détection des neutrinos pourrait permettre d'anticiper les supernovas. C'est la salle de comptage de notre expérience. C'est ici que tous les signaux émis par les détecteurs sont captés et stockés par informatique. Il cherche un pic inhabituel dans les relevés qui n'est pour l'instant apparu qu'une seule fois. Quelques heures après avoir remarqué ce pic, un éclair lumineux est apparu dans le ciel. Une supernova. On ne sait jamais exactement quand une supernova va se produire. Ces phénomènes arrivent sans prévenir. Pourrait-il y avoir un lien avec une hausse soudaine des neutrinos? Les chercheurs pensent qu'à la mort d'une étoile, l'effondrement du noyau transforme 99% de l'énergie en un puissant rayon de neutrinos. Ils jaillissent de l'étoile à une vitesse proche de celle de la lumière et s'échappent dans le cosmos. Ils déclenchent une onde de choc dans leur sillage. À mesure que les couches internes de l'étoile s'effondrent, l'onde de choc se déplace vers l'extérieur. Quelques heures plus tard, elle atteint la surface et déclenche une formidable explosion. On sait que les neutrinos atteignent la Terre quelques heures avant la lumière. Si jamais un afflux soudain de neutrinos est détecté, l'ordinateur déclenchera l'alerte pour prévenir qu'une étoile mourante est sur le point d'exploser. La détection de ces neutrinos est un signe avant-coureur d'une supernova pour les astronomes du monde entier. Elle leur permet de se préparer à observer ce phénomène dès son commencement. Comme une supernova peut survenir dans notre galaxie à tout moment, le détecteur doit rester branché en permanence. Le physicien italien n'est pas le seul à attendre avec impatience ce pic de neutrinos. Partout dans le monde, du Canada au pôle Sud, des détecteurs similaires sont installés. Ils sont enfouis sous terre ou suspendus dans la glace antarctique. Tous sont connectés au même réseau, le système d'anticipation des supernovas, baptisé SNEWS. On doit se tenir prêt pour cet événement. Bien sûr, tout le monde sera d'abord très enthousiaste, mais la nouvelle entraînera immédiatement une masse de travail considérable. Bientôt, les astronomes devraient pouvoir assister à l'explosion d'une étoile. Les premiers instants de l'explosion visible seront fondamentaux pour nous aider à comprendre le phénomène. Par exemple, on ne comprend pas encore comment l'implosion d'une étoile conduit à son explosion. Comment se fait le transfert d'énergie? Si un pic de neutrinos se produisait et que les astronomes nous montraient à peu près où regarder dans le ciel, ce serait vraiment génial. Même si une supernova est un événement explosif et très destructeur, on sait maintenant que c'est aussi une pièce centrale dans un formidable cycle de production. Les étoiles sont des réacteurs nucléaires surpuissants qui illuminent le cosmos. Leur mort violente jouerait-elle un rôle dans son évolution? Depuis la naissance de l'univers, les étoiles génèrent des réactions chimiques. On qualifie souvent les étoiles d'usines chimiques de l'univers. À l'intérieur, l'hydrogène et l'hélium sont transformés en éléments plus lourds. Tous les atomes du corps humain, le carbone, l'azote, le calcium, etc., sont créés à l'intérieur d'une étoile. Les éléments lourds indispensables à la vie naissent à l'intérieur d'objets célestes susceptibles d'exploser. Observer l'explosion d'une étoile est important pour nous.
Car c'est ce phénomène qui éjecte dans le cosmos les éléments lourds. Les étoiles pourraient donc être à l'origine de notre système solaire et peut-être même de la vie sur Terre. Dans le désert de l'Arizona, Meenakshi Wadhwa est en quête d'indices susceptibles de confirmer cette hypothèse. Attention au crotal. Elle cherche des preuves de la formation du système solaire, non pas dans l'espace, mais dans le désert, des météorites. Quand on observe des météorites, on observe en fait un passé très lointain, qui remonte à 4,5 millions d'années, au moment de la formation du système solaire et avant même la formation des planètes. Les météorites sont des fragments d'astéroïdes qui se sont embrasés en pénétrant dans l'atmosphère. Il y a 4,5 milliards d'années, la spirale de notre système solaire a commencé à se former. À l'intérieur, des particules de poussière se sont agglomérées et leur collision a donné naissance à des planètes. Parmi tous ces corps solides, certains sont restés à la dérive pendant des millions d'années. Ce sont des astéroïdes, et ils sont comme des capsules temporelles. Ils pourraient permettre d'en savoir plus sur la formation du Soleil et des planètes, mais aussi sur le rôle joué par les explosions d'étoiles. La plupart de ces corps tournent en orbite autour du Soleil. Si la Terre se retrouve sur leur trajectoire, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose, ils entrent en collision avec elle. Une centaine de tonnes d'astéroïdes pénètrent chaque jour dans l'atmosphère. La plupart font la taille d'un grain de sable et sont immédiatement pulvérisés. Mais certains, plus gros, s'écrasent sur la surface terrestre sous la forme de météorites. Toujours rien? Tu as quelque chose? Reconnaître une météorite parmi tous ces cailloux n'est pas facile. Ça, ce n'en est pas une. C'est une fausse météorite. On cherche une pierre avec une surface plus foncée, plus lisse et plus brillante. Les températures extrêmes générées par l'entrée dans l'atmosphère terrestre à plus de 160 000 km/h font fondre la surface de l'astéroïde et donnent à la météorite sa couleur noire. On cherche quelque chose qui ressemble à ça, une météorite typique. Elle a été trouvée tout près d'ici. Elle a environ 4,5 milliards d'années. Même pour moi, dont c'est le métier, c'est incroyable d'avoir entre les mains un objet qui a existé quand il n'y avait rien dans notre système solaire. Et il n'y avait qu'un nuage de gaz et de poussière. Et les astéroïdes étaient alors les premiers corps solides. Si une supernova s'était produite à proximité, ces premiers corps en porteraient la trace. C'est en partie ce qu'on cherche et pourquoi on les étudie. L'astrogéologue cherche à confirmer une hypothèse, celle d'une supernova qui aurait ébranlé le cosmos au moment de la formation de notre système solaire. Ce raz-de-marée brûlant de matière serait entré en collision avec tout ce qui se trouvait sur sa route. Des débris se seraient mêlés à notre système solaire naissant et y auraient déposé des éléments étrangers. Si cette hypothèse est confirmée, toutes les météorites retrouvées ici devraient contenir des traces de cette supernova, à l'exception des plus anciennes. Les analyses mettent en lumière deux matières différentes sur la même météorite. La majeure partie de la météorite est constituée de cette matière noire, mais de petits éclats blancs y sont incrustés. C'est la première matière solide née du nuage de gaz et de poussière lors de la formation du système solaire. Meenakshi Wadhwa extrait ces incrustations avec précaution. Puis elle mesure leur composition chimique et identifie des atomes isolés. Les résultats sont étonnants. La signature chimique de la supernova apparaît dans la matière sombre, mais pas dans les incrustations blanches plus anciennes.
Dans les incrustations de cette météorite, il manque un composant qui ne peut être apporté que par une supernova. Notre système solaire avait déjà commencé à se former et les premiers corps solides s'étaient déjà constitués quand cette supernova s'est produite et a injecté cette matière dans le système en formation. Des éléments lourds provenant de l'explosion de l'étoile sont absents des fragments les plus anciens, alors qu'ils sont présents partout ailleurs. Quand on y pense, si on existe aujourd'hui, c'est grâce à tous les éléments qui composent les étoiles. On est de la poussière d'étoiles. Ces analyses chimiques nous apportent la preuve qu'une supernova a peut-être été mêlée à la formation de notre système solaire. Cette matière a été libérée. Elle était fertile et riche. En refroidissant, elle était prête à former des étoiles, des planètes, et à créer la vie. Ça peut paraître contradictoire qu'une étoile en train de mourir forge et modifie l'univers qui l'entoure. Mais elle libère en mourant des éléments qui donnent naissance à la future génération de corps célestes. Ce sont les supernovas qui font naître les éléments lourds qui nous composent. Le carbone de nos cellules, l'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os, le fer de nos globules rouges. Sans ces explosions, les éléments créés à l'intérieur des étoiles resteraient enfermés à jamais dans leur noyau. Depuis l'aube de leur existence, les étoiles bouleversent la chimie de l'univers. Et à chaque nouvelle génération d'étoiles, il est probable que leurs propriétés changent elles aussi. Quand on regarde les étoiles, il est facile de croire qu'elles sont toutes pareilles. Mais en réalité, leur diversité est infinie. Celles de la première génération étaient sans doute des objets très massifs, très gros. Mais elles ont produit de nouveaux éléments qui ont permis aux générations suivantes de créer des étoiles plus petites. À Boston, aux États-Unis, Elizabeth Newton enquête sur les propriétés surprenantes de certaines des plus petites étoiles du cosmos. Salut Don, tu es en observation? Elle cherche à savoir si les petites se comportent différemment des grosses. Car les petites étoiles sont partout. Environ 9000 étoiles sont visibles à l'œil nu depuis la surface de la Terre. De nombreuses sont jaunes comme le Soleil, mais la poussière de la Voie lactée en dissimule beaucoup d'autres. 1% d'entre elles sont des géantes bleues qui vivent rapidement et meurent jeunes. Cachées parmi elles, plus des 3/4 des étoiles sont des naines rouges. Elles brillent si peu qu'elles sont invisibles à l'œil nu. La voisine la plus proche du Soleil est une naine rouge, Proxima du Centaure. Elle se trouve à seulement 4 années-lumière de la Terre. Pourtant, on ne la voit pas. Elizabeth Newton étudie le comportement d'une autre naine rouge baptisée Ivy Lacerty ou Ivy Lac pour les intimes. En 2008, le satellite Swift de la NASA enregistre une énorme éruption de rayons X émise par Ivy Lac. D'une durée de 8 heures, c'est l'éruption stellaire la plus lumineuse jamais enregistrée à ce jour. Mais comment une étoile d'apparence si discrète peut-elle devenir si agitée ? Ivy Lac, comme beaucoup de naines rouges, peut avoir des éruptions très intenses. Même si ces étoiles sont très petites, elles émettent des rayons beaucoup plus puissants que ceux émis par le Soleil. On a réussi à traverser les nuages et on a une image d'Ivy Lacerty. Elle est là. C'est notre naine rouge. C'est génial. L'astronome pense que l'activité intense de l'étoile est due à sa rotation. De façon générale, une étoile à rotation rapide a un fort champ magnétique. Une étoile à rotation lente a un faible champ magnétique. Ivy Lac tourne très vite sur elle-même.
Sa rotation est 6 fois plus rapide que celle du Soleil et crée un champ magnétique puissant. À l'intérieur, une boucle magnétique se forme et traverse le plasma brûlant. Quand la boucle franchit la surface, il arrive qu'elle s'enroule sur elle-même et se brise. Elle provoque alors une éruption plus puissante que 100 millions de bombes atomiques. Les naines rouges, les étoiles les plus répandues de l'univers, sont des monstres magnétiques. Elles émettent des éruptions capables de décimer toute forme de vie alentour. L'hypothèse la plus répandue est que toutes les naines rouges sont comme Evilac. Elles sont toutes actives, elles produisent beaucoup d'éruptions et ont un très haut niveau d'émission. Mais ces milliards de naines rouges qui peuplent le cosmos, sont-elles vraiment identiques? Pour répondre à cette question, Elizabeth Newton accède à distance à un réseau de 16 télescopes installés en Arizona et au Chili, appelé MURF. Chaque télescope fonctionne de façon autonome, ce qui lui permet d'observer la rotation non pas d'une seule, mais de plusieurs centaines de naines rouges. Elle fait une découverte inattendue. Toutes ces étoiles ne sont pas comme Evilac. J'ai découvert grâce à mes recherches que beaucoup de naines rouges tournaient lentement. Quand elles arrivent à la moitié de leur existence, elles commencent à ralentir. Ces minuscules étoiles ne sont pas immuables. Elles évoluent au fil du temps. On pourrait comparer une naine rouge à une personne. Quand elle est très jeune, elle pique des crises, comme un enfant colérique qui jette tout par terre. On a le comportement d'un enfant de 2 ans, mais pendant 3 milliards d'années. Et soudain, après 3 milliards d'années, elle commence à se calmer. Elle ralentit, les crises deviennent moins fréquentes et elle apprend à se tenir. La rotation lente des naines rouges est porteuse d'une autre information. Leur combustion lente les rend très résistantes. La durée de vie d'une étoile comme le Soleil est de 10 milliards d'années. Une naine rouge vit 1 trillion d'années, voire plus. Donc ces étoiles vivent très longtemps. Grâce aux recherches d'Elizabeth Newton, la vraie nature des naines rouges est enfin dévoilée. Les naines rouges sont de petites étoiles, mais elles ont un fort champ magnétique et émettent des éruptions qui pourraient être catastrophiques pour une planète à proximité. Les étoiles sont extrêmes à bien des niveaux. J'adore l'idée que les naines rouges soient extrêmement résistantes. Elles tiennent plus longtemps que n'importe quelle autre étoile. Elles seront les dernières à exister dans l'univers. Les étoiles illuminent le cosmos. Mais elles sont bien plus que de simples corps lumineux. Certains disent que les étoiles sont les alchimistes de l'univers. Ça paraît incroyable, mais tous les éléments, à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium, viennent des étoiles. Prenez l'univers, les galaxies, les étoiles, les êtres humains. Qu'est-ce qu'on a tous en commun? On vient au monde, on évolue, et en grandissant, on change, puis on meurt. Parmi tous ces objets stellaires, l'un d'eux présente des caractéristiques étonnantes. Il serait capable de revenir du royaume des morts pour dévorer ses voisines. Près de Manchester, en Angleterre, l'astronome René Breton enquête sur cette étoile mystérieuse. Il a détecté d'étranges ondes radio venues de l'espace. Au début, tout le monde était perplexe en raison de la nature répétitive du signal. On avait baptisé le premier LGM1, dont les initiales signifient en anglais « petits hommes verts numéro 1 », car on pouvait se demander si quelqu'un n'essayait pas de nous contacter, si des martiens n'émettaient pas ces pulsations. René Breton utilise cet immense télescope pour en chercher la source.
Le télescope Lovell est le troisième plus gros télescope entièrement orientable au monde. Il a un diamètre de 76 mètres qui lui permet de capter des signaux extrêmement faibles venus du ciel. Avant de pouvoir l'utiliser, l'astronome doit inspecter la parabole. Le télescope est tellement sensible que la moindre aspérité risque d'altérer les données. Si quelqu'un utilisait son téléphone portable sur Mars, on pourrait capter la conversation avec le télescope Lovell. C'est pour vous dire à quel point il est sensible. Un problème inattendu lui complique considérablement la tâche. Les pigeons, comme tous les animaux, ont besoin de se soulager de temps en temps. Donc on trouve des fientes sur la surface. Une fois l'inspection terminée, les observations peuvent commencer. 0,5, 31, 31. Et l'inclinaison, plus 21, 98, 2. René Breton oriente le télescope en direction des restes d'une étoile morte, la nébuleuse du Crabe. On entend une source répétée provenant de cette direction. On dirige le télescope vers la nébuleuse du Crabe. Même s'il n'y a pas grand-chose à voir hormis un nuage de gaz, on capte des ondes radio qui se répètent 33 fois par seconde. La vraie nature de ces pulsations est peut-être encore plus étrange que des extraterrestres. Au cœur de la nébuleuse se cache un monstre cosmique. Formé à partir du noyau d'une supernova, il pèse plus lourd que le Soleil, tout en étant beaucoup plus petit. Sa force de gravité énorme vient de l'intérieur. Sous sa croûte en fer ionisé, coule une rivière de neutrons tellement dense qu'une seule cuillère de ce liquide pèserait 1 milliard de tonnes. Il tourne sur lui-même 33 fois par seconde et émet par ses pôles magnétiques de puissants rayons d'énergie. C'est un pulsar. Les pulsars sont un peu comme des zombies. Ces étoiles devraient être mortes, mais d'une certaine manière, elles sont encore vivantes. Ces zombies reconnaissables à leurs ondes radio se cachent un peu partout dans le cosmos. René Breton et son équipe en ont déjà repéré des centaines. Certains tournent à plus de 42 000 rotations par minute. Les plus lents n'émettent un signal qu'une fois toutes les 10 secondes, alors que les plus rapides peuvent en émettre 700 par seconde. L'un de ces pulsars, à rotation rapide, envoie des données très inhabituelles. Les pulsars sont très stables. Leur signal se répète à l'infini. Mais au bout de 15 minutes environ, le signal de ce pulsar disparaît pendant 2 ou 3 minutes avant de réapparaître. C'est très mystérieux. Quelque chose doit bloquer les ondes radio. L'astronome approfondit ses recherches et découvre que le pulsar a ce qu'on appelle une étoile compagnon. Une petite étoile sans défense, déformée par sa gravité et brûlée par ses rayons destructeurs. Le pulsar détruit les gaz à la surface de l'étoile et l'anéantit à petit feu. Il se nourrit de sa victime, prise dans son orbite meurtrière. La dispersion des gaz autour de l'étoile bloque les ondes radio et crée ces pulsations irrégulières captées par le télescope. En raison de ses habitudes cannibales, le pulsar porte un surnom macabre. On appelle ces systèmes des veuves noires, en référence aux araignées femelles qui, après l'accouplement, dévorent le mâle et s'en débarrassent. Ces pulsars dévorent leur étoile compagnon et s'en débarrassent. Voilà ce qui maintient cette étoile zombie en vie. La matière qui tombe à la surface du pulsar entraîne sa rotation, un peu comme des enfants qui courent sur un manège et le font tourner de plus en plus vite. Ces veuves noires sont d'autant plus cannibales qu'elles se nourrissent de leur environnement pour rester en vie
et accélérer leur rotation. Ces étoiles extrêmes déjà mortes ont trouvé le moyen de ressusciter. Les veuves noires sont des objets très étranges. Elles pourraient décrocher la palme de la bizarrerie stellaire. C'était vraiment révolutionnaire de découvrir que des étoiles se dévoraient entre elles. On ne se rend pas compte que ce sont des monstres, des cadavres qui sucent le sang des étoiles encore vivantes. C'est vraiment morbide. Les étoiles extrêmes façonnent l'univers depuis sa formation. Un jour très lointain dans l'histoire de l'univers, les premières étoiles sont apparues. Et depuis, elles naissent, vivent et meurent. On a découvert énormément de choses sur les étoiles, alors qu'on ne peut pas les toucher ou prendre leur température avec un thermomètre. Avec chaque avancée technologique, on découvre des mystères dont on ignorait l'existence. Depuis des milliers d'années, on veut absolument que les étoiles soient différentes des êtres humains. Mais je suis stupéfaite de découvrir à quel point elles sont proches de nous. En ce moment même, je sens pulser dans mes veines toute l'histoire, toute la tragédie de l'univers. Depuis la naissance de l'univers, les étoiles extrêmes sont liées au processus de création. À l'intérieur de leur noyau, la fusion nucléaire produit des éléments nouveaux dispersés par des explosions cosmiques. Le cycle de vie des étoiles a forgé l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. Et les étoiles extrêmes continuent de régner sur le cosmos. Vous pouvez à présent